22 mai 2010, le versant nord de l'Everest était lugubre. Le vent déchirait les tentes, les bouteilles d'oxygène sifflaient, les alpinistes serraient de leurs chaussures pour la dernière ascension vers la zone de la mort. Chaque personne là-haut s'était entraînée pendant des années, chacun connaissait les risques, mais un alpiniste ne correspondait pas au profil. Ce n'était pas un guide expérimenté, trop jeune pour conduire, voter, boire ou signer sa propre décharge. Pourtant, il se tenait là, au bout du monde, un garçon de 13 ans. Que faisiez-vous à 13 ans, peut-être en classe, devant des jeux vidéo ou avec des amis après l'école? Même ces alpinistes expérimentés faisaient sûrement pareil. Mais cet adolescent s'accrochait à un rocher glacé dans la zone de la mort, la poitrine en feu, les jambes tremblant sous des couches d'équipement gelées. Chaque erreur entraînait la même conséquence, tomber de plusieurs milliers de mètres dans le vide. Était-ce ambition ou imprudence? Aujourd'hui, explorons l'une des ascensions les plus controversées de l'Everest. Le jour où un enfant est entré dans la zone de la mort, bienvenue à la frontière extrême. Tandis que la plupart des enfants découvraient l'amour et les ragots au collège, Jordan Ramiro observait les alpinistes sur la plus haute montagne et pensait « Pourquoi pas moi ?» Jordan Ramiro est né en juillet 1996 à Redlands, en Californie. Il a grandi dans une banlieue entourée par les magnifiques montagnes de Californie. Tandis que beaucoup de ses camarades choisissaient les écrans ou le sport, Jordan Ramiro s'épanouissait sur un sentier, profitant de l'air des montagnes. Ironiquement, tout a commencé à l'école, où il a vu une fresque représentant les 7 sommets. Et dès qu'il les a vus, Jordan a pris sa décision. Il allait gravir chacune de ces montagnes. Qu'est-ce qui distinguait Jordan des autres alpinistes ayant la même détermination? Vous voyez, Jordan ne rêvait pas de son avenir d'adulte, il rêvait de quelque chose qui arriverait dans quelques années seulement. À l'âge de 10 ans, Jordan avait déjà gravi la plus haute montagne d'Afrique, le mont Kilimandjaro. Elle atteint 19 341 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le Kilimandjaro est plus accessible que l'Everest, mais reste difficile pour un enfant de 10 ans. L'air se raréfie près du sommet et beaucoup d'adultes rebroussent chemin à cause du mal d'altitude. Mais Jordan a continué, pas après pas, jusqu'à ce qu'il se tienne tout en haut. C'était sa première vraie expérience de l'air raréfié, et il savait que ce ne serait pas la dernière. Après le Kilimandjaro, Jordan a relevé un nouveau défi, cette fois en Australie. Comparé au Kilimandjaro, le mont Kosciuszko est plus petit avec ses 2228 mètres. Mais la météo imprévisible suffisait à faire rebrousser chemin à un alpiniste adulte. Encore une fois, Jordan a atteint le sommet. Ensuite vint le mont Elbrus, la plus haute montagne d'Europe avec ses 5642 mètres. Le Caucase russe abrite l'Elbrus. Ici, les tempêtes peuvent piéger les alpinistes pendant des jours. Pour Jordan, c'était une nouvelle étape pour tester sa patience et son endurance. À l'âge de 11 ans, Jordan escaladait des montagnes que la plupart des adultes n'avaient même jamais tentées. En décembre 2007, Jordan est allé en Amérique du Sud pour gravir l'Aconcagua en Argentine. S'élevant à 6962 mètres, l'Aconcagua est le sommet le plus haut en dehors de l'Asie et il est réputé pour ses vents violents. En fait, on l'appelle souvent la montagne de la mort à cause du nombre d'alpinistes qui la sous-estiment et n'en reviennent pas vivants. Jordan a fait face à la même altitude et au même risque que les autres jusqu'au sommet. À 20 310 pieds Denali est l'une des montagnes les plus difficiles au monde. Sa taille et sa proximité du cercle arctique la rendent rude. Les températures descendent bien en dessous de zéro et les tempêtes arrivent sans prévenir. Pour un garçon de 11 ans, cette ascension a dépassé toutes ses limites physiques. Pourtant, Jordan est arrivé sain et sauf au sommet, rayant le Denali de sa liste. Il ne lui reste plus que 2 sommets à gravir pour terminer la liste légendaire, le mont Vincennes et le massif en Antarctique. Et le plus haut de tous les sommets, le mont Everest. À 8 848 mètres d'altitude, l'Everest est très différent. La montagne est dangereuse, des corps sont éparpillés partout. À ce stade, Jordan, âgé de 13 ans, avait déjà un palmarès que seuls quelques alpinistes 2 fois plus âgés que lui pouvaient égaler. Au moment où il est arrivé à l'adolescence, il avait déjà gravi 5 des 7 sommets. Maintenant, il se préparait pour un autre défi. Cette fois, c'était l'infâme Everest. Pour se préparer, Jordan s'entraînait de longues heures à la maison avec l'encouragement de son père, Paul Ramiro, et de sa belle-mère, Karen Lundgren. La détermination de Jordan ne faiblissait pas. Bientôt, la question n'était plus de savoir si Jordan allait gravir l'Everest, mais quand il le ferait. Au printemps 2010, l'équipe de Jordan a annoncé que Jordan Ramiro,
13 ans de Californie allait gravir l'Everest. Les médias ont exagéré. L'histoire d'un garçon de 13 ans de Californie tentant d'atteindre le sommet, le plus haut du monde, était irrésistible. Les journalistes se sont précipités pour obtenir des détails et la communauté mondiale de l'alpinisme a retenu son souffle. Il semblait que le monde allait assister soit à un événement historique, soit à une tragédie. Tous les regards étaient tournés vers Jordan Ramiro. Mais avant même qu'il ne puisse toucher la montagne, un grand défi l'attendait déjà. Petit détour dans ce train du chaos. Si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et participer à des sondages exclusifs, rejoignez-nous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Le Népal avait déjà interdit aux moins de 16 ans de gravir la voie sud de l'Everest. Les responsables pensaient que les enfants manquaient de force pour relever un défi aussi éprouvant. Au nord, au Tibet, le gouvernement chinois n'impose aucune limite d'âge minimal. L'arête nord est moins fréquentée que la route sud via le Népal, mais elle est plus difficile. Voici pourquoi. Regardez. Des vents plus forts, des températures plus froides et une distance accrue rendent l'ascension plus difficile et testent les limites des alpinistes. Ce qui est pire, c'est que le versant sud permet un sauvetage en hélicoptère en cas de catastrophe, mais le versant nord ne le permet pas. En vous engageant côté tibétain, vous êtes livré à vous-même. L'équipe de Jordan comprenait son père sportif, Paul, sa belle-mère, Karen, et 3 Sherpas, Ongpe Sang, Lama Dawa et Lama Karma. Paul n'était pas alpiniste, mais travaillait comme ambulancier héliporté, formé en médecine et en sauvetage en altitude. Dans leur temps libre, Paul et Karen aimaient courir des ultramarathons et participer à des courses d'aventure. Ces personnes connaissaient parfaitement les dangers de l'Everest. Cette équipe est devenue la bouée de sauvetage de Jordan et à bien des égards, la seule barrière entre lui et la montagne. En avril 2010, l'équipe a rejoint le camp de base tibétain à environ 17 000 pieds d'altitude. Pour beaucoup, cette altitude paraîtrait étouffante. Les maux de tête, les vertiges et les nausées surviennent souvent plus tôt que du côté népalais. Beaucoup d'alpinistes marchent jusqu'au camp de base, appellent ça une randonnée et repartent. Mais pour Jordan, ce n'était que le début. Depuis le camp de base, l'itinéraire s'élevait par étapes. L'étape suivante était le camp de base avancé, à environ 21 300 pieds. La montée entre les deux est une marche difficile sur la moraine et la glace. J'imagine que les poumons de Jordan peinèrent dans l'air raréfié, ses pas ralentis par les bottes et les vêtements indispensables au froid extrême. À cette altitude, le corps ne récupère pas totalement. Le camp de base avancé est souvent décrit comme l'un des endroits les plus désolés de la Terre. Les tentes sont posées sur la roche et la glace, entourées de glaciers et de crêtes qui bloquent l'horizon. Le vent fait claquer la toile la nuit, produisant un grondement constant. Ici, Jordan a donné des interviews aux journalistes, sa voix grésillant via les téléphones satellites. Le processus n'était pas la dernière étape vers le sommet, mais un cycle appelé acclimatation. Les alpinistes montèrent vers les camps supérieurs puis redescendaient. Ils remontaient à nouveau, lentement entraînant leur corps à supporter moins d'oxygène. Sans acclimatation adéquate, le cerveau enfle, les poumons se remplissent de liquide et la mort survient rapidement. Le jeune corps de Jordan devait s'adapter, tout comme celui des adultes, et sous l'œil attentif de son père et des Sherpas, il y est parvenu. L'itinéraire le plus haut incluait les camps 1 et 2 sur l'arête nord. À plus de 7000 mètres, l'air n'a que 40% de l'oxygène présent au niveau de la mer. Chaque pas demande un effort conscient. Manger devient un défi, le corps rejetant la nourriture pourtant essentielle. Jordan a appris à forcer l'ingestion de calories, à boire de la neige fondue et à avancer à un rythme qui préserve sa force limitée. L'ascension du camp 2 au camp 3, puis finalement au camp 4, a tout exigé de l'équipe. Ils ont traversé d'interminables pentes enneigées et affronté des vents violents. Un faux pas pouvait les faire chuter de plusieurs milliers de mètres. Le camp 3, à près de 8200 mètres, est déjà dans la zone de la mort où le corps ne survit pas longtemps. Mais le camp 4, leur camp d'altitude, serait le véritable point de départ. Le camp 4 est situé à environ 8300 mètres juste sous la pyramide sommitale. Ici, le ciel devient d'un bleu plus sombre et l'air donne l'impression de respirer à travers une paille. Les corps humains se décomposent vite ici. Les muscles s'atrophient, le jugement vacille et les hallucinations ne sont pas rares. Pour Jordan, c'était le terrain d'essai ultime. L'équipe s'y a reposé pourtant, mais repos n'est pas vraiment le mot approprié. Dans la zone de la mort, les alpinistes ne peuvent pas dormir, seulement rester allongés dans leur tente, le cœur battant. Je peux imaginer que Jordan et son équipe ont dû rester éveillés toute la nuit, écoutant leur respiration lourde et le vent souffler dehors.
Après des semaines de préparation, de rotation et d'attente que la météo s'améliore, la décision a été prise. Le 21 mai 2010, sous un ciel nocturne, Jordan et son équipe ont quitté le camp 4 pour entamer l'ascension vers le sommet. À 27 200 pieds, la frontière entre la survie et l'effondrement est très mince. Le corps humain n'est pas conçu pour survivre ici. Les muscles se dégradent plus vite qu'ils ne se réparent. Le cerveau s'affaiblit lentement faute d'oxygène. Jordan et son équipe s'étaient entraînés sous tente en haute altitude. Ils allaient bientôt savoir si cela suffisait. Jordan Ramiro s'est attaché à sa corde et est sorti de sa tente dans l'obscurité glaciale. L'ascension a commencé juste après minuit, non pas par choix mais par nécessité. L'ascension du sommet par le versant nord commence souvent la nuit pour maximiser la lumière du jour lors de la descente. Le froid était rude, mais l'équipe l'accueillait plutôt bien. L'air glacial rendait neige et glace plus dures, réduisant les risques d'avalanche ou d'effondrement des arêtes. Pourtant, le thermomètre affichait près de moins 30 degrés Fahrenheit et le froid était bien pire. Les lampes frontales créèrent des tunnels de lumière dans l'obscurité. Les seuls sons étaient le crissement des crampons sur la glace dure et le sifflement de l'oxygène qui passait dans les masques. Les pas de Jordan, petits et mesurés, semblaient un marathon à cette altitude. L'ascension depuis le camp 4 passait par de raides pentes de neige jusqu'aux hautes arêtes. Ici, le terrain formait une pente abrupte, obligeant Jordan à enfoncer ses crampons dans la glace à chaque pas. Sous lui, le sol disparaissait dans l'obscurité. C'était un gouffre prêt à engloutir quiconque glissait. Les cordes ancrées dans la montagne assuraient la sécurité, mais seulement si chaque mousqueton, nœud et geste étaient parfaits. Au moment où ils atteignirent la première grande arête, le corps de Jordan luttait déjà. Sa poitrine se soulevait à chaque respiration, ses jambes tremblaient sous les couches d'équipement. Et pourtant, pas à pas, il continuait à monter. Autour de lui, d'autres alpinistes faisaient demi-tour. Les engelures, l'épuisement et la peur s'accumulaient, mais la montagne n'accepte que les forts et les obstinés. Alors que l'aube commençait à teinter l'horizon d'une lueur pâle, la barrière la plus célèbre de l'arête nord se dressait devant lui. La première marche s'élève à près de 8500 mètres d'altitude. C'est un mur très raide de roches et de neige qui oblige les alpinistes à grimper à 4 pattes, s'agrippant à la pierre gelée avec des muscles privés d'oxygène. Jordan s'est approché avec ses Sherpas, guidant chaque geste. Un faux pas ou une mauvaise prise, et tout peut s'arrêter, préviennent les alpinistes. Le premier pas, c'est là où la peur devient réelle. Ton cœur bat vite, non seulement à cause de l'effort, mais aussi car tu sais qu'une erreur peut être catastrophique. Jordan s'est hissé centimètre par centimètre, ses crampons raclant la roche, ses mains gantées agrippant des prismes glacés. Son Sherpa l'a stabilisé, leur corde étant la seule ligne de vie entre lui et une chute fatale. Après ce qui lui sembla une éternité, il se jeta par-dessus le sommet. Un obstacle de franchi, il en restait 2. Au-delà de la première marche, l'arête s'étirait comme le fil d'un couteau. D'un côté, une chute vers le Tibet, de l'autre, un plongeon vers le Népal. Le sentier, large de quelques pieds ou moins, obligeait Jordan à garder l'équilibre, alors que des rafales de vent risquaient de le faire basculer à 13 ans. Chaque rafale rappelait que l'Everest ne pardonne pas. Les heures passaient alors qu'il progressait lentement vers le prochain monstre. La deuxième marche, à 8585 mètres, est une paroi rocheuse quasi verticale de 30 mètres de haut. Les alpinistes la jugent comme l'une des sections les plus techniques de l'Everest. Durant des décennies, elle a été la barrière stoppant les expéditions. En 1975, une équipe chinoise a installé une échelle métallique rudimentaire sur la steppe. C'est toujours une échelle étroite et branlante fixée à la roche nue. Elle oscille dans le vent à près de 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La gravir est un acte qui demande à la fois de l'habileté et de la volonté. Le père de Jordan observait attentivement pendant que son fils s'attachait. Puis, avec des mouvements lents et délibérés, Jordan commença à grimper. Son masque à oxygène s'embua à chaque respiration. Ses gants agrippaient à peine les barreaux. L'échelle tremblait sous son poids. Le vent le griffait. Marche après marche, il montait. D'en haut, un autre Sherpa tendit la main, le hissant par-dessus le rebord. Derrière lui, le reste de l'équipe suivit. Après la deuxième marche, leur épreuve n'était pas finie. La troisième les attendait. Plus petite mais au timing cruel. Aux alentours de 8700 mètres, cet éperon rocheux apparaît alors que les alpinistes sont presque épuisés, les muscles brûlent et le cerveau supplie d'arrêter. Pourtant,
Ici, Jordan a dû rassembler toute sa concentration. Les mains tremblantes, il a gravi la dernière marche. Enfin, il atteignit la crête de l'autre côté. À ce moment-là, le soleil était complètement levé, même si sa chaleur ne les atteignait jamais. C'était un nouveau jour, le 22 mai, mais ils ne savaient probablement même pas quel jour on était. Ils étaient simplement concentrés sur la pyramide du sommet. La pyramide du sommet se dressait fièrement d'un blanc éclatant contre le ciel. C'était le dernier défi, et le plus long. L'ascension vers le sommet devenait alors lente et difficile. Chaque pas les rapprochait de la fine frontière entre la terre et le ciel. Le rythme de Jordan ralentit jusqu'à devenir presque immobile. Ses Sherpas l'encourageaient, lui rappelant de respirer, d'avancer, de continuer à se battre. Il leva les yeux vers le sommet, si proche mais si lointain. À plus de 29 000 pieds, le temps semblait déformé, les minutes devenant des heures. Certains alpinistes s'effondrent, tandis que d'autres font demi-tour. Pour Jordan, c'était une épreuve non pas d'âge, mais de volonté. De plus, sa famille était juste en dessous. Il n'était pas seul. Les jambes de Jordan tremblaient à chaque mouvement. Pourtant, il a continué à grimper jusqu'à ce que la nuit laisse place au matin. Du givre s'est formé sur ses lunettes et ses cils. Jordan a combattu le froid et la fatigue pendant plus de 14 heures. Pas à pas, il s'est rapproché de l'arête sommitale. Le matin du 22 mai 2010, Jordan Ramiro a atteint le plus haut point de la Terre, à 8848 mètres d'altitude. À 13 ans et 10 mois, il est devenu le plus jeune alpiniste à atteindre le sommet de l'Everest. Je ne peux qu'imaginer la fierté de son père lorsqu'il a atteint le sommet avec le reste de l'équipe. Le sommet du mont Everest n'est pas vraiment un endroit pour célébrer. Il est trop petit et trop exposé. Quelques pas de travers, et c'est la chute vers le Tibet ou le Népal à des milliers de mètres plus bas. L'air est si rare que même avec une bouteille d'oxygène, chaque respiration semble une noyade. Et pourtant, pendant ces instants, Jordan savourait sa victoire, se rappelant sans doute que ce n'était plus un rêve. En quelques minutes, les Sherpas ont ordonné à tous de descendre. Bien que l'ascension fût dangereuse, la descente ne l'était guère moins. En réalité, plus d'alpinistes meurent en descendant qu'en montant. Jordan s'est rattaché aux cordes fixes et a entamé sa descente avec précaution. Pas après pas, lui et l'équipe ont refait le chemin en sens inverse. La montée de Jordan Ramiro s'est vite propagée mondialement. L'image d'un garçon à peine adolescent debout au sommet du monde a captivé les médias. Les gros titres ont salué son exploit et pour beaucoup, c'était une histoire impressionnante de détermination. Mais en redescendant, Jordan a constaté que tous n'avaient pas applaudi ou approuvé son ascension. Des psychologues pour enfants et des alpinistes expérimentés ont exprimé leurs inquiétudes. Chaque année, des dizaines d'alpinistes adultes meurent sur l'Everest, victimes de chutes ou du mal d'altitude. Pour ces critiques, emmener un enfant de 13 ans dans un tel environnement est imprudent, voire irresponsable. Cependant, le principal débat portait sur le consentement et la responsabilité. Certains pensaient que Jordan était influencé par son père et doutaient qu'un enfant si jeune comprenne vraiment les risques de l'ascension de l'Everest. Savait-il ce que cela impliquait d'entrer dans la zone de la mort ou suivait-il juste les ambitions de son équipe ? Paul Ramiro, le père de Jordan, a vigoureusement défendu l'ascension. Il a insisté sur les années de préparation de Jordan, les sommets déjà atteints et la passion de son fils pour l'aventure. Il a dit que Jordan s'entraînait plus dur que la plupart des adultes et savait exactement à quoi il faisait face. Pourtant, les critiques ne se sont pas estompées. Et ce qui était encore pire, c'est ce qui s'est passé ensuite. L'Association chinoise d'alpinisme du Tibet a vite relevé ses limites d'âge. Désormais, les alpinistes de moins de 18 ans ne peuvent pas tenter l'ascension de l'Everest par le versant nord. L'ascension de Jordan a fermé la porte derrière lui, aucun enfant ne pourrait refaire son exploit. Malgré les réactions négatives, Jordan a poursuivi son rêve d'alpinisme. Il voulait toujours gravir les 7 sommets. L'Everest n'était pas le dernier, le mont Vinson, en Antarctique, restait encore à gravir. En décembre 2011, à 15 ans, Jordan Diarra a atteint le sommet glacé du Vinson à 16 050 pieds. Grâce à cette ascension, il est devenu la plus jeune personne à avoir gravi les 7 sommets. C'était un record qui représentait à la fois une source d'inspiration et une controverse. Ce record était imbattable et inatteignable après l'instauration des restrictions d'âge sur l'Everest. Battre des records n'était pas le but de Jordan, juste un jeune garçon avec un rêve. L'ascension de l'Everest par Jordan Ramiro demeure l'un des événements majeurs de l'alpinisme. Était-ce un exploit extraordinaire de préparation, de courage et de détermination juvénile ? Ou était-ce un exemple d'adulte poussant un enfant trop loin, trop tôt, dans un monde de risques qu'il pouvait à peine comprendre ?
Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Restez audacieux et courageux.